fonctionne. Bonjour à tous. Alors pour commencer, j'ai besoin d'un volontaire. Est-ce qu'une personne pourrait lever la main? J'ai juste besoin d'un volontaire. Super. C'est ton combienième Agile Tour? Ton premier? Magnifique. Est-ce que tu sais à quelle heure on est censé finir ce keynote? – 10h40. Est-ce que vous savez combien de temps on a pour ce keynote? Est-ce que vous savez pour combien de temps vous êtes rentré dans cette pièce? Ok. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes rentré dans cette pièce? On vous a crié dessus. Ça me rappelle l'armée, c'est pas mal. Ok. Pourquoi vous êtes rentré dans cette pièce? C'était quoi votre objectif quand vous êtes rentré dans cette pièce? Est-ce qu'à votre avis, vous pouvez atteindre votre objectif si vous ne savez pas quel est votre objectif? C'est compliqué, on est d'accord. Donc de manière générale, il y a toujours deux choses extrêmement importantes pour toutes les choses que l'on fait. C'est un, connaître son objectif, et deux, maîtriser le temps. On aime bien dire dans l'aviation, moi je viens de l'aviation de chasse, j'étais pilote sur Rafale Marine, on aime bien dire qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'une volontaire pour m'aider à respecter ce timing. Il faut qu'on ait terminé à 10h15. Donc à partir de là, est-ce que tous les quarts d'heure, tu peux lever la main, s'il te plaît? Ok. Est-ce qu'à votre avis, c'est quoi ton prénom? Alison. Est-ce qu'à votre avis, avec Alison, là, on parle de la même chose? Est-ce qu'à votre avis, en lui demandant de lever la main tous les quarts d'heure et en ayant Alison qui me répète oui, je suis sûr que tous les quarts d'heure, elle va lever la main comme j'ai envie. Il est quelle heure, Alison? D'accord. Moi, j'ai 22, mais là, c'est un détail. Je ne sais pas si vous savez, mais l'heure GPS, en plus, est différente de 17 secondes de l'heure atomique. Mais on n'est pas là pour ça. Donc déjà, ça commence mal. Ok. L'autre point, c'est, je t'ai demandé de lever la main tous les quarts d'heure, à quelle heure? Donc à quelle heure est-ce que tu vas lever la main? À 36. Qui aurait levé la main à 30, 45, à l'heure ronde, puis à écart? Levez la main. Voilà. Vous êtes dans les statistiques. Qui aurait levé la main tous les quarts d'heure à partir de 21? Du coup, sachant que je t'ai demandé à 20 accessoirement, mais c'est pas grave. Super, l'autre moitié. Exactement. Qu'est-ce qu'on vient de prouver? On vient tout simplement de prouver que quand on donne une consigne, quand on interagit, quand on communique avec une autre personne, si cette personne ne nous fait pas ce qu'on appelle dans l'aviation un collationnement ou un bad brief, si elle ne nous répète pas ce qu'on lui a demandé avec un champ lexical différent, est-ce que ça fonctionne? Absolument pas. Et croyez-moi, ça fonctionne quel que soit le background de la personne, quelles que soient ses études, quelle que soit la culture, c'est toujours la même chose. Donc l'idée aujourd'hui, c'est quoi? Eh bien, c'est de vous faire partager un petit peu certaines des méthodes de l'aviation. Ça, c'est une méthode de l'aviation. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà pris l'avion à Blagnac, il y en a? Oui. Ok. Si vous êtes encore vivant aujourd'hui, c'est grâce à ce genre de méthode. Donc on va en discuter pendant les prochaines, combien de minutes? Pas facile, hein. Les mettre en public? 45, à peu près. Bon, je t'embête pas plus, les mettre en public, c'est pas évident. Parfait. Moi, je viens du porte-avions Charles de Gaulle. Vous connaissez la Marine nationale? Il y en a qui ont servi dans la Marine, peut-être? Non, non, non. Voilà. Donc, est-ce que ça ressemble au porte-avions Charles de Gaulle? Non, voilà. Okay. C'est juste pour vérifier qu'on vous a bien donné du café ce matin. Et j'en profite pour dire aux personnes qui sont en ligne, je vois vos questions en temps réel. Donc, on aura un temps de questions-réponses à la fin pour les gens en présentiel. Pour les personnes en distanciel, vous avez de la chance. En temps réel, vous pouvez poser les questions et j'y répondrai normalement en temps réel. Je viens effectivement de la Marine nationale et le Charles de Gaulle, c'est pas ce que vous avez vu. Le Charles de Gaulle, 42 000 tonnes de diplomatie, ça ressemble à ça. Donc c'est une sorte de très grosse PME à la mer pendant 3, 4, 5, parfois 5 mois et demi. Et toutes les personnes à bord, quasiment 2000 personnes à bord, sont alignées vers un objectif commun. Et cet objectif, il vient tout simplement, il vient de la République, il vient tout simplement des citoyens qui ont mis en place un pouvoir au niveau du gouvernement. Nous, notre objectif au quotidien, eh bien, c'est quoi? C'est mettre en œuvre ces aéronefs. Mettre en œuvre ces aéronefs pour l'accomplissement de la mission. Généralement, c'est la souveraineté de l'État à la mer. Et aujourd'hui, l'objectif que je vais vous prendre, eh bien, c'était tout simplement le post-Bataclan. Il y a 6 ans, je suis parti au combat en Irak pour aider l'État irakien à récupérer sa souveraineté territoriale. Et en tant que leader de patrouille, on me confiait 2 rafales, parfois 4, parfois un peu plus, pour aller au contact
de nos clients en Irak. Et nos clients, eh bien, c'était des forces spéciales au sol. Forces spéciales françaises, forces spéciales kurdes, forces spéciales américaines, une multitude de nations qui étaient au sol, qui essayaient d'atteindre l'objectif dont je vous ai parlé, récupérer la souveraineté territoriale. Et nous, eh bien, on était là pour les aider. Ce qui veut dire que chaque jour, nous partions pour à peu près 6h30 de vol, 8 heures dans l'avion, mais nous n'avions aucune idée de ce qu'allait se passer pendant ces 6h30, puisque ça dépendait eh bien, de la situation au sol, ça dépendait des besoins. Comme je vous ai dit, dans l'armée, à votre avis, est-ce qu'on crie beaucoup sur les gens? T'as fait le service ou l'armée de terre peut-être? Non, 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 ok. À une époque, oui, ça criait pas mal, mais la grosse différence, c'est que depuis maintenant, on va dire 20 ans, nous sommes dans une armée de métier, ce qui veut dire que chaque personne qui est à bord de ce bateau est volontaire. Et à partir de là, quand vous avez du Full Metal Jacket, eh bien, par exemple la guerre du Vietnam, la Première Guerre mondiale en France, ou ce genre de choses, eh bien, vous aviez des militaires qui n'étaient pas là par choix, qui n'avaient pas décidé d'être là. Maintenant, les forces armées, c'est comme une entreprise. Personne n'est forcé de venir, personne n'est forcé de s'engager, personne n'est forcé de faire des missions. À partir de là, de manière à tirer le meilleur de son équipe, on évite ce genre de style, nécessaire lors de la formation de temps en temps quand même, mais de manière générale, nous nous sommes rendus compte dans tout ce qui est unité un peu spécialisée ou flottille de chasse, qu'il valait mieux s'en remettre un petit peu au principe du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde et fonctionner de manière démocratique avec ses équipes. Alors attention, le roi Arthur, c'est lui qui a le trône. Hein. Donc ce n'est pas parce qu'on se met tous autour de la table que c'est une table ronde et qu'on va essayer de brainstormer ensemble qu'à un moment, si besoin, il n'y a pas quand même une personne qui tranche. Et c'est ce qui fait que généralement, quand on prépare une mission, on va toujours faire un brainstorming. On commence par la tempête de cerveau, ça vous parle dans l'agilité. Voilà. Dans votre tempête de cerveau, vous avez le même style managérial, le même style de leadership au sein de l'équipe tout le long, ou vous faites varier un petit peu ce style fonction justement du temps? Ça dépend. Alors nous, on fait quelque chose de très simple. Je vais décaler le tableau blanc. Comme ça, normalement, on doit me voir si j'ai bon. Et on fait une chose très simple. À partir du moment où on a une mission, on a une contrainte temporelle. Je vous ai dit, qui maîtrise le temps, maîtrise son environnement. Donc on vient toujours commencer par ce qu'on appelle une timeline, hein, tout simplement. Cette timeline, elle va nous dire à quelle heure il faut décoller, à quelle heure il faut se poser pour nous, à quelle heure on va débriefer, je vous en reparlerai. Et après, on fait notre rétro-planning, ça je pense que ça vous parle. Mais à l'intérieur de notre brainstorm, donc ici on commence le brainstorm, on le divise généralement en 3 périodes. La première période, on va en tant que chef, en tant que leader, faire un style laisser faire. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout s'imposer, on va être complètement en retrait. Et même si on sait exactement comment on veut répondre à la mission, on ne parle pas, on essaye de faire en sorte que l'idée tactique émerge de nos équipiers. Toujours. Sauf que ça ne peut pas durer éternellement. Donc on a une heure de fin de brainstorm. Quand on se rapproche, à 15 minutes de la fin de l'heure de brainstorm, on va passer en style démocratique, où là on va commencer également à participer de manière plus active. Et quand l'idée tactique n'est toujours pas là, eh bien on va passer en style Full Metal Jacket, autocratique, à environ 5 ou 7 minutes de la fin de l'heure prévue de brainstorm. Ça nous laisse une chance eh bien, d'avoir l'idée tactique qui émerge de nos équipes. Ça nous laisse une chance de valoriser nos équipiers, de leur permettre de créer de la valeur professionnelle, d'être tout simplement meilleurs, parce que l'objectif dans les forces armées, c'est quoi? Eh bien, c'est d'être remplaçable par son équipe, tout simplement à cause de l'attrition du combat. Donc on est dans cette logique de formation permanente et on s'est rendu compte que se mettre dans un style laisser-faire, pendant un certain temps, leur permettait eh bien, de participer. Maintenant, si ça fonctionne aussi bien pour former nos équipiers, c'est parce qu'ils ont conscience que plus le temps passe, moins ils vont avoir le droit à la parole. Du coup, dès le début, ils sont assez proactifs. Donc ça fonctionne bien parce qu'on l'explique à nos équipes. Donc le brainstorm, ça commence toujours par expliquer quel est l'objectif global, quelle est l'idée générale. Après ça, part dans cette gestion du temps, très important. Et ensuite, on fait la règle des 4 T. Chez nous, les 4 T, c'est quel est l'objectif, le task, quel est le target,
ce sur quoi on doit aller s'occuper, quelles sont les menaces, les threats, et du coup, on regarde la tactique qui en découle, et ça va être différent quasiment à chaque vol, parce que chaque vol, chaque mission, vous connaissez ça dans l'agilité, est assez unique. Une fois qu'on a terminé le brainstorm, eh bien, il y a la préparation, on va donner des tâches, ou on va laisser les gens prendre leurs propres tâches, un peu comme dans l'agilité, mais on ne les laissera pas partir tant qu'ils ne nous auront pas fait un readback, tant qu'ils ne nous auront pas répété exactement ce qu'on leur a donné, et tant que, de leur bouche, je n'entendrai pas quelle est leur responsabilité. Le fait d'avoir chaque participant à la mission qui me donne verbalement sa zone de responsabilité et ce qu'il va me délivrer pour le vol, me permet de m'assurer qu'il a bien pris la responsabilité de cette tâche. Très très important, et ça permet d'avoir absolument aucun doute dans la communication. Dans l'aviation, on a une culture qui est on n'a pas le droit aux excuses au débriefing. Et le seul moyen de s'assurer que personne n'ait le droit à l'excuse au débriefing, c'est de s'assurer qu'il ait parfaitement compris sa mission. Donc on fait répéter. Ça prend du temps, mais avec l'entraînement, ça prend moins de temps, et ça en fait gagner énormément. Donc une fois qu'on a fini le brainstorming, il y a une phase de préparation, et ensuite derrière, je pense que vous connaissez ça, on fait le briefing. Vous briefez régulièrement? Combien de fois par semaine? Une fois par semaine? Je vous parlais de l'aviation ligne tout à l'heure. Moi je fais un Toulouse-Orly, 50 minutes de vol. À votre avis, l'équipage va briefer combien de fois? 50 minutes de vol. 4 briefings pour 50 minutes de vol. Et ça, c'est les briefings d'équipe. Les pilotes, dans leur tête, ils vont s'auto-briefer une vingtaine de fois. Vous connaissez cette notion d'auto-briefing? C'est au niveau de votre tête, vous vous dites tout simplement, quelles sont mes prochaines étapes, qu'est-ce que je vais faire? Donc avant de rentrer dans une réunion avec des collègues, avant d'aller récupérer vos enfants, avant d'interagir avec votre compagne, votre compagnon, dès que vous allez faire quelque chose, vous vous dites dans votre tête, mission, moyen, météo. Pourquoi je suis là? C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce que j'ai comme moyen à ma disposition? Et la météo, c'est en gros quel temps il fait, c'est les événements externes. Et votre météo interne, parce que souvent on est son pire ennemi, quelle est ma météo interne? Est-ce que voilà, c'est la tempête dans mon cerveau, la météo bretonne, ou est-ce qu'il fait grand beau et tout va bien? Ça vous permet tout simplement d'être prêt et de vous dire tiens, il faut que je fasse attention, je risque de partir dans telle tendance ou telle tendance. Donc en permanence, on se brief, mission, moyen, météo, on s'auto-brief, ce qui nous permet d'être beaucoup plus efficace avec nos équipes. Pour ce qui est du briefing d'équipe avec nos autres camarades, pourquoi est-ce qu'on briefe 4 fois dans un vol d'aviation de ligne? Tout simplement parce que le cerveau a une bonne capacité à retenir ce qu'on a dit au briefing pendant 15 minutes. Donc à chaque fois qu'on va avoir une étape, comme le départ, le décollage, on va briefer de manière à s'assurer que nos cerveaux sont parfaitement alignés à ce qui nous attend pour la prochaine étape. Avant de décoller, dans un avion de ligne, on parle toujours de la panne moteur. Toujours. On a une chance sur 1 million qu'il y ait une panne moteur au décollage. Pourtant, on en parle à chaque fois. Parce qu'on sait que le fait de se remémorer quoi faire et comment réagir en cas de panne moteur nous permet de très bien réagir si elle arrive. Et si on ne se remémore pas, à votre avis, ça se passe bien? Ça ne se passera pas 100% des fois bien. Et on ne veut pas vivre avec ce risque, vivre avec les conséquences de ne pas avoir auto-briefé ou de ne pas avoir briefé son équipe. Ok. Une fois qu'on a fini le briefing, où on a expliqué ce qu'on allait faire, ça dure généralement 45 minutes pour un vol de guerre, à la fin du briefing, on sait que nos jeunes pilotes, ils sont un petit peu saturés par les informations. Imaginez, là, pendant 45 minutes, je vous explique qu'est-ce qu'on va faire pour aller en Irak, les fréquences radio, toutes les checklists, toutes les procédures. À la fin, vous allez être assez fatigué, vous êtes d'accord? Moi, en tant que leader, j'ai été à votre place avant. Et je sais que vous allez être fatigué. Mon objectif, c'est que tous ensemble, on accomplisse la mission. Donc je vais finir ce briefing en vous regardant droit dans les yeux et en vous disant Wingman Job, ton rôle d'équipier aujourd'hui, c'est quoi? Et alors qu'on a briefé pendant 45 minutes, je vais essayer de sortir 3 points très importants sur lesquels je veux absolument que mon équipe soit irréprochable. Donc typiquement sur un gros vol en Irak, je vais dire à mon équipier, point numéro 1, aujourd'hui tu ne me rentres pas dedans. Ça peut paraître bête, mais la responsabilité de l'anti-collision entre les avions incombe à l'équipier. Et je veux pas que parce qu'il réfléchit à ses missions de guerre et tout, il me rentre dedans. Donc ta mission numéro 1, c'est notre survie, donc tu ne me rentres pas dedans. Ta mission numéro 2, c'est si tu dois mettre en œuvre de l'armement, tu fais toutes tes checklists, c'est ton premier vol de guerre, 3 fois.
Comme ça, il n'y aura pas de doute. Et mission numéro 3, je te rappelle qu'on est parti pour 8 heures dans l'avion. Je veux que tu te gardes une petite réserve d'énergie de manière à pouvoir être à 100% lors de l'appontage. Donc pendant la mission, tu as droit de mettre en gros 80% d'énergie sur la mission. Tu te gardes un petit 10-15% d'énergie pour la phase finale parce que je veux pas que tu tues à l'appontage au retour. Et maintenant, je sais que dans la tête de mon équipier, alors qu'on a parlé pendant 45 minutes de plein de choses compliquées qui lui seront utiles plus tard, il pourra s'auto-briefer, il va être parfaitement aligné à ces 3 points. Extrêmement efficace. Toujours se mettre à la place de son équipe et essayer de synthétiser au maximum à la fin. Merci. Parfait. Une fois que l'on a fait le briefing, eh bien on se met la musique de Top Gun. C'est la base. Et une fois qu'on a nos AirPods avec la musique de Top Gun, on va sur le pont d'envol. Alors on retire les AirPods avant, je vous rassure. Et sur le pont d'envol, eh bien on se rend compte tout simplement qu'à l'heure qu'on était tout seul dans la salle de préparation, il y a beaucoup de monde. Et sur ce pont d'envol, vous avez du personnel en jaune, qu'on appelle les chiens jaunes, du personnel en rouge, qui sont les armuriers, du personnel en bleu, qui bouge les avions. Là, vous avez vu, il y a les pompiers également. Et toutes ces personnes, pendant que nous, on brainstorm, pendant qu'on prépare, pendant qu'on dort, également la nuit, ils nous préparent les aéronefs. Donc, un aéronef, un Rafale, c'est 21 tonnes. Et c'est une petite merveille de technologie. Ça coûte dans les 80 millions d'euros pièce. Ça dépend si vous prenez les sièges chauffants ou pas. Et vous avez, pour pouvoir partir en mission, la nécessité d'être accroché à la catapulte. Donc la catapulte, c'est ce truc-là, là. Et il vous faut, vous allez le voir, une multitude de personnel de pont pour vous y accrocher. Une fois que vous êtes accroché à la catapulte, vous mettez plein gaz, vous attendez, et c'est tout le personnel de pont qui vous a accroché, qui va s'assurer que la catapulte est bien réglée, et à un moment, ils vont vous propulser, c'est pas vous qui décidez quand ça part, ils vont vous propulser de 0 à 300 km/h en 75 mètres. C'est très efficace le matin pour se réveiller. Et c'est parti, ça accélère et c'est assez violent au niveau du cockpit. À votre avis, la charge de travail du pilote juste avant le catapultage, est-ce qu'elle est très élevée ou elle est très faible au moment où nous sommes là en train de nous faire accrocher sur la catapulte, où tout le personnel de pont est en train de courir autour de notre avion, où toutes ces personnes sont à fond pour nous permettre de partir faire notre mission en toute sécurité, à votre avis, est-ce que notre charge de travail est très élevée? Absolument pas. Il se passe quelque chose d'assez magique à ce moment-là. Parce que vous avez vu un peu l'engagement du personnel de pont, ils courent, ils sont à fond, ils font ça 2 jours, 2 nuits, même s'il pleut, s'il vente, ils sont au taquet. Et toutes ces personnes, elles sont loin de leur famille pendant 3, 4, des fois 5 mois. Par exemple, lui là, hop, il a 3 enfants et il les voit pas pendant 5 mois. Pourquoi? Pour, au quotidien, accrocher des rafales à des catapultes et les envoyer au contact du client. Et il n'a aucune idée de la mission qu'on va faire. Et si après la mission, on ne prend pas le temps d'aller voir les mécaniciens, et c'est compliqué dans nos agendas parce qu'il faut débriefer, parce qu'on a plein de choses à faire, eh bien, il aura catapulté une trentaine, quarantaine d'avions dans la journée, il n'aura aucune idée de ce qu'ils ont fait. Moi, ce qui m'inspirait à chaque fois que j'arrivais sur cette catapulte, alors que ça faisait 3 mois et demi qu'on était en mer, que j'avais les enfants malades à la maison, que c'était compliqué, que j'étais fatigué, ce qui m'inspirait au quotidien à faire mon travail, ben, ce n'était pas les valeurs pour lesquelles je me suis engagé dans la marine, valeurs qui sont honneur, patrie, valeur, discipline. Les valeurs qui m'inspiraient au quotidien, en fait, c'était le fait de voir tout ce personnel de pont autant engagé et à 200%. La compréhension qu'en fait, sur un bateau de guerre comme ça, on est comme une chaîne. Vous voyez les chaînes avec tous les maillons de la chaîne, et que le porte-avions, les 1900 personnes du bateau ont fait leur job en me donnant un avion qui fonctionne, et que maintenant c'est à moi d'aller transformer la somme de leurs efforts individuels en quelque chose d'utile sur le champ de bataille pour nos clients, les forces spéciales au sol. Donc il y a en fait un transfert de responsabilité au moment où on se met sur cette catapulte, et c'est extrêmement inspirant de voir que toutes ces personnes nous font confiance pour faire notre travail et se donnent à 100% pour nous permettre de faire notre travail dans de bonnes dispositions. Et c'est grâce en fait à l'inspiration donnée par ces camarades sur le pont d'envol que nous, en tant que pilotes, on donne le maximum également. Donc ça crée une sorte de chaîne positive qui fait que l'inspiration au quotidien, on la trouve dans ses collègues. Et c'est extrêmement efficace. Et c'est pour ça que souvent dans l'armée, vous entendrez des militaires vous dire que la mission est plus importante même que notre survie pendant la mission, parce que chacun est volontaire et en tant que pilote,
on a demandé à être pilote, on a demandé ses responsabilités, et maintenant au quotidien, il faut mériter ses responsabilités, il faut rester crédible. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on part en vol, on accepte de remettre en jeu notre crédibilité professionnelle. À chaque fois. On sait qu'on sera jugé, et on sera même noté lors du retour sur le bateau par nos pairs, de manière à nous forcer au quotidien à prouver notre valeur professionnelle. Alors ça peut paraître un peu difficile vu comme ça, mais c'est une habitude, et c'est quelque chose d'extrêmement positif pour nous forcer à créer de la valeur au quotidien. Donc une fois qu'on est parti, comme je vous l'ai dit, c'est grâce à l'équipe. Vous connaissez l'acronyme TEAM ou pas? Donc TEAM, je pense que tout le monde l'a vu au collège, ça veut dire équipe. Et en anglais, en fait, c'est pour together, ensemble, each, chacun, achieves, accompli, more, plus. Tout simplement. C'est devant vos yeux depuis des années, vous pourrez le dire, il y a peut-être un peu petit encore à 2 mois pour faire de l'anglais, mais d'ici quelques mois, vous pourrez lui apprendre que TEAM, en fait, c'est un acronyme. Maintenant, est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes, beaucoup de militaires qui arrivent à gagner la guerre tout seuls? On n'a pas briefé, hein. Il est bon, hein. Il est bon, il est bon. Ok. Un autre? Ok, le troisième, alors aidez-moi là, parce qu'on est bien, on est sur une belle lancée. Qui a la TNT? Vous regardez des fois la TNT? Pour les plus jeunes d'entre vous, c'est un peu c'est une sorte de super câble. Quel type de film, quel type de super-héros on a sur la TNT? C'est toujours le même. Hein. Je vois votre frustration et votre déception. Steven Seagal, pour ceux qui ne connaissent pas. Le problème de Steven Seagal, c'est que c'est tout au premier degré, mais c'est un autre souci, on n'est pas là pour juger. Est-ce que je pourrais avoir 2 volontaires qui nous rejoignent sur scène sous le regard de Steven Seagal? 2 personnes qui ont envie de marcher un tout petit peu. N'ayez pas peur, vas-y. En plus, t'as eu bon sur Chuck Norris, c'est parfait. Comment tu t'appelles? Riyad. Ils font quoi tes parents? Est-ce qu'on peut avoir un deuxième volontaire, s'il vous plaît? N'ayez pas peur. Pas de deuxième volontaire? Ah, super. Parfait. Alors, quelle est la charge mentale au moment du catapultage, me demande Anonymous. Eh ben, la charge mentale, au moment du catapultage, en fait, elle est dédiée à ce qui va se passer dans le futur. Donc, on est en train, en fait, de réfléchir aux prochaines étapes. Donc, en soi, elle n'est pas énorme. On est juste en train de s'assurer que l'avion va bien et on essaye d'anticiper les prochaines étapes. Comment tu t'appelles? Ali. Enchanté. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est bravo, t'es pilote de chasse. Oh, félicitations. Ça se passe comme ça chez McDonald's. Hop. Parfait. Vous êtes pilote de chasse, on va partir faire une mission au-dessus d'un territoire ennemi. Vous voulez aller où? Bretagne, Angleterre. T'es pêcheur, t'es marin-pêcheur ou... Non, okay. Ça marche. Donc on va se mettre, vous voyez la ligne là? On va s'aligner avec la ligne. Parfait. Et pour l'instant, on va dire que tu pars tout seul au combat, d'accord? Parce que toi, t'aimes bien Steven Seagal. Non, Chuck Norris, toi, t'aimes bien. Ok. Donc comment est-ce qu'on s'installe dans un Rafale? Vous aimez bien faire des squats? Ok. Donc dans un Rafale, on est assis. Donc on fait un demi-squat. C'est parti, n'ayez pas peur, ça dure que 40 minutes. La main gauche sur mettre des gaz, la main droite sur le manche, et là on est en vol comme ça pendant 8 heures, tu vois, c'est super. Et là, tu es tout seul en vol, du coup, tu t'es dit, ma formation elle a coûté 10 millions d'euros, mon avion il coûte 80 millions d'euros, facile quoi, moi je sais tout faire. Et là, tu as les Anglois qui décollent, et ils envoient un certain nombre d'avions dans ton dos. Est-ce que tu saurais me dire combien d'avions ont décollé et sont actuellement dans ton dos? Mais malheureusement non, on n'a pas de radar à l'arrière. Donc là, tu es d'accord que tu peux pas. Maintenant, tu as conscience qu'en tant qu'être humain, et d'un point de vue technologique, tu as une zone d'ombre derrière toi, et du coup, tu te dis, je pars en vol avec Ali, on part à 2. Toi, tu es le leader. Tu gagnes 3 fois plus qu'Ali en plus, accessoirement, tu vois. Et là, tu as Ali, lui, il rêve de devenir leader un jour, tu vois. Or, on va voir si tu l'as bien formé et s'il est dans le bon mindset, parce que c'est toute une histoire de mindset. Là maintenant, vous êtes en vol tous les deux, la menace décolle. Est-ce que si Ali te cross-check, s'il vérifie tes 6 heures régulièrement, à ton avis, maintenant, il peut te dire qu'il y a une menace derrière toi et te dire combien il y a d'avions? 3. Est-ce que c'était difficile pour toi? Non, mais parce que tu as fait l'effort de le regarder. Vous pouvez arrêter le demi-squat, on arrête la torture. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle cross-checker. On part toujours au minimum par paire, à 2 au combat, et de manière générale, on va se mettre sur une formation comme ça, 2 lignes, quand on est vraiment face à une grosse menace, parce que ça nous permet chacun
de nous concentrer sur ce qu'on a à faire justement d'un point de vue informatique et tout en se cross-checkant, se vérifiant l'un l'autre. Si on n'est pas dans cette formation vraiment offensive d'attaque, tu peux venir te mettre ici, eh bien on est dans cette formation-là où on a le leader qui avance et on a l'équipier qui est légèrement en arrière et qui va piloter son avion en fonction de ce que fait le leader. Donc tu dois être en permanence, on dit à environ 150 mètres, dans les 60 degrés du leader. Sauf que maintenant, en tant qu'équipier, il doit gérer sa mission, faire ses trucs dans l'avion et en même temps piloter son avion par rapport au leader. À votre avis, c'est plus dur d'un point de vue, parce qu'on parlait de charge mentale instantanée, c'est plus dur d'être leader ou équipier dans l'aéronautique? Équipier, sa charge de travail est beaucoup plus forte. Et vous avez tous déjà entendu parler du leadership. Est-ce que vous avez entendu parler du followership? Un leader est défini par le fait d'avoir des followers, des équipiers. Maintenant, quelle formation est-ce qu'on donne dans le monde de l'entreprise à vos équipiers? Est-ce qu'on prend du temps de former les équipiers, leur expliquer leur rôle, devoir, responsabilité de ne pas percuter le leader, leur expliquer il faut que tu puisses bien appuyer ton leader au quotidien. Et il y aura des phases dans ta journée où tu dois le suivre à environ 150 mètres comme ça, et des phases où tu auras plus d'autonomie, tu te mettras de front, et même des phases où on t'enverra partir tout seul dans un coin, faire ta mission, et après revenir vers ton leader. Mais reste bien aligné à la mission. On vous l'explique ça de manière générale? Nous, c'est la base dans l'aviation. Pourquoi? Parce que sinon, malheureusement, on a des accidents où on laisse énormément de performance sur la table. Donc, on peut les applaudir. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu les concepts de... Bravo, bravo, quand même. Pas facile hein, pour les cuisses, hein, l'aviation de chasse. Donc, ce rôle du follower, regardez. Ça, c'est les petites images. Donc, vous reconnaîtrez la région à la météo. C'est en Bretagne. On arrive en Bretagne. Il y a des Bretons parmi vous? Ouais, okay. J'habite dans le Finistère Nord, donc j'ai un waiver. Là, vous avez mon équipier. Il est dans la position où était Ali tout à l'heure. Il doit me suivre. Et ce qui fait un bon leader chez nous, c'est un leader qui est ce qu'on appelle une plateforme stable. Vous avez, dans certains moments de la journée, vos équipiers qui, pour des contraintes extérieures, là c'est la météo, vont être obligés de venir vous suivre. Il va être obligé de venir se mettre à 1,50 m, 2 mètres de moi. Si maintenant, je suis en train de faire des corrections, contre-corrections, corrections, contre-corrections, ou si je n'exprime pas ma vision et il ne sait pas vraiment ce qu'on fait, est-ce qu'à votre avis c'est agréable pour lui d'un point de vue charge mentale, d'un point de vue qualité de vie au travail? Non. Et s'il est en permanence en train de corriger, surcorriger à cause de moi, il est occupé au très court terme, est-ce qu'il peut mettre ses neurones à l'objectif, à ce qui nous arrive après, bien s'auto-briefer pour l'étape d'après? Non. Et du coup, c'est très mauvais pour lui, il n'aimera pas voler avec moi et je serai vu comme un mauvais leader. Donc ça, c'est un petit vol, comme je vous disais, c'est mon dernier vol dans l'armée. Alors je suis franco-canadien, d'où le casque. Et on s'est fait piéger par la météo. On était en retour basse altitude, la météo s'est dégradée. On commence à arriver en dessous des minima météo pour le vol, il faut qu'il y ait 150 mètres de plafond. Donc décision est prise de lancer un demi-tour. Vous voyez, on part en demi-tour. Et là, eh bien, j'appelle mon équipier en patrouille serrée. J'attends qu'il vienne se mettre à peu près 2 mètres de moi pour après pouvoir rentrer dans les nuages, contacter le service aérien, m'assurer avec le radar qu'il n'y ait personne dans les nuages. Donc à ce moment-là, ma charge de travail, elle est très élevée. Et regardez ce que je fais avec ma tête. Mon équipier est là, j'ai des rétroviseurs, et pourtant, je passe mon temps à me retourner vers lui. Je lui parle pas, hein. Je suis pas en train d'essayer de le micromanager ou autre. Je fais juste que me retourner vers lui. À votre avis, pourquoi est-ce que je me retourne autant vers lui à un moment où ma charge de travail est extrêmement élevée et où sa charge de travail est extrêmement élevée? Contact visuel. Lui montrer de l'intérêt, oui. Contact visuel, oui. Lui montrer de l'intérêt. Ouais. Quand vous, votre charge de travail, elle augmente de manière quasi saturante, qu'est-ce que vous avez tendance à faire? Si je vous dis la tête dans le guidon, ça vous parle? Ouais, voilà. Nous, dans l'aviation, on parle de tunnelisation. La tunnelisation, c'est quoi? C'est quand on commence à faire une tâche, puis l'autre, puis on est complètement pris par cette tâche, et c'est comme si on rentrait dans un tunnel, un long tunnel noir. Au début, on perd les capacités d'audition. Si quelqu'un vous parle, ça ne vous marque pas, vous ne l'entendez plus, et au fur et à mesure, vous ne voyez plus que le sujet d'intérêt. Vous perdez toute capacité de prise de recul. Dans l'aéronautique, cette tunnelisation, ça amène aux accidents.
À partir de là, on y est sensibilisé, on y est formé. Et la NASA a fait des études et s'est rendu compte que le recul physique aide le recul psychologique. À tel point que dans des compagnies nord-américaines, moi je suis chez Air Canada maintenant, eh bien on apprend au commandant de bord, si tu es dans l'avion, qu'il se passe une chose que tu ne comprends pas, tu recules ton siège. Alors si un jour vous allez dans le galet avant là, et que vous voyez un commandant de bord en train de reculer son siège, voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est pas une situation d'avenir. Sauf s'il se lève pour, voilà, s'il est là et qu'il regarde comme ça, c'est pas bon. Mais dites-vous que c'est bien, il connaît la méthode, donc il essaye de changer son point de vue sur son cockpit, il change également de point de vue sur son équipier, sur son copilote, pour essayer de prendre du recul psychologique. Et le fait de retourner autant ma tête comme ça, c'était oui pour montrer de l'intérêt à mon équipier, oui être bienveillant, m'assurer qu'il ne me rentre pas dedans aussi, m'assurer que sa charge de travail était sous contrôle, si je dois faire un 3/4 d'eau, c'est pas bon, je vais l'aider. Donc c'est de surveiller, mais c'est également pour m'éviter, moi, de tunneliser et d'oublier que j'ai une équipe avec moi. Il n'y a rien de pire que de se laisser happer par une énorme charge de travail et d'oublier qu'on se doit d'être un leader stable. Donc le fait régulièrement, dans notre monde à 450 nœuds, forcément ça va assez vite, hein, on tourne beaucoup la tête, mais le fait de régulièrement se retourner vers son équipe, sans les déranger, je ne lui parle pas, ça permet de leur montrer que vous les prenez en compte, et ça permet également, vous, de vous forcer à les prendre en compte. Vous ne les oubliez pas, et du coup, moi, on m'a martelé, un bon leader, c'est un leader stable. Mon demi-tour, j'ai qu'une envie, c'est mettre mon rafale sur la tranche, tirer sur le manche, partir à 9G, là, mais l'avion, il tourne sur place, mais mon équipier, à votre avis, il arrivera à suivre? Il va pas m'aimer si je fais ça. Donc je me force à être plus souple aux commandes, à être plus souple dans les prises de décision, de manière à garder une bonne cohésion de patrouille. Et garder ma crédibilité en tant que leader. Si je vous dis que tous les matins, vous arrivez au travail, et vous avez votre crédibilité, c'est une action en bourse. Alors ça peut être Alcatel comme ça peut être Tesla, méfiez-vous. Hein. Donc, votre action en bourse, dans la journée, elle va évoluer. Et elle va être impactée par quoi cette action en bourse? Votre crédibilité? Le regard des autres, les actions, résultats. Il y a deux choses qui impactent votre crédibilité. La première, c'est la qualité de vos décisions. Donc, effectivement, action, résultat. La deuxième, c'est la qualité de vos interactions avec vos collègues. C'est pas moi qui l'ai inventé, vous pouvez regarder, il y a plein d'études dessus. Si on doit résumer votre crédibilité, c'est impacté par ces deux points-là. Et en tant que leader, en permanence, nous on essaye d'avoir la crédibilité la plus haute possible et on l'a intellectualisé de la manière suivante. On s'est dit c'est une action en bourse, à la fin de la journée, on essaye de cacher in, on met du cash à la banque et le lendemain on essaye de remonter au maximum et plus on a de cash, de crédibilité à la banque, plus le jour où on a besoin de faire comme le sergent Hartmann, de passer en mode très autocratique avec nos hommes, ils nous suivront et ils nous feront confiance parce que in fine ça permet de construire de la confiance. Et c'est à l'entraînement, c'est sur des missions faciles qu'on construit cette confiance avec nos équipes qui fait que derrière, quand on doit prendre des décisions très rapidement sur le champ de bataille, très rapidement lors de panne, votre équipe vous suit, votre équipe vous soutient. C'est pas tout d'être suivi, c'est encore mieux d'être soutenu par son équipe. Ça vous parle? Oui. Merci. Bonjour, Johan. Une petite question par rapport à l'image qu'on a vue là, quand on voyait vous regardez votre coéquipier. Vous avez dit que vous ne lui parliez pas. Oui. Du coup, ma question, c'est pourquoi ne pas lui parler plutôt que se tourner pour le voir, sachant qu'il peut ne pas voir votre geste. Ouais, c'est même si je sais que ça peut le déconcentrer du parler, je sais pas, mais voilà, pourquoi... Ouais. Alors ça, c'est une très bonne question. Si. Chaque moment est différent, chaque phase de vol est différente. Chaque pilote là que tu vois est commandant de bord. Donc c'est comme s'il avait moi j'ai ma business unit à gérer, si on peut dire, lui il a sa business unit à gérer. On a chacun nos responsabilités. Pour pouvoir gérer son aéronef, il lui faut une certaine charge mentale dédiée à la gestion de son avion. Là tu peux réfléchir à plein de sujets. Si je commence à interagir avec toi, tu vas arrêter de devoir réfléchir à ces sujets, tu vas devoir me donner ton attention.
Je ne veux pas en permanence être intrusif, on appelle ça la cockpit intrusion, l'intrusion dans le cockpit. Je ne veux pas en permanence être intrusif et le couper dans ses process mentaux, le couper dans ce à quoi il est en train de réfléchir. Il y a une chose qui est très importante dans l'aviation, c'est les temps de silence. C'est tellement important que dans l'aviation de ligne, en dessous de 10 000 pieds, 3 000 mètres d'altitude, il est interdit de parler de sujets non professionnels. On appelle ça le stérile cockpit. Et on a inventé ça avant le Covid. Le cockpit stérile, c'est quoi? C'est on ne parle pas de sujets non professionnels. Donc là où je veux en venir, pour répondre à ta question, c'est qu'on va toujours essayer de minimiser la bande passante que l'on prend à ses collègues. Donc le fait de le regarder, à cette distance-là, c'est une GoPro, c'est du grand angle, je sais qu'il me voit, il se sent soutenu, il se sent pris en compte, mais pour autant, il n'y a pas d'intrusion de ma part et je ne viens pas gêner son process mental et ce à quoi il est en train de réfléchir. Ça répond à ta question? Dans l'entreprise, on pourra en discuter après si tu veux, viens me voir après sur fonction de ce que tu fais, mais il y a des cas différents. Encore une fois, ça c'est une phase particulière de vol. Il y a des vols où je vais être très directif avec mes équipiers parce qu'ils n'ont pas l'expérience en combat aérien, il faut que je leur donne des ordres. Donc c'est un peu la dichotomie du leadership, ça varie en permanence. Ça répond à ta question? Donc là l'idée c'est vraiment qu'ils voient ma présence, mais très honnêtement, sur les images d'avant, le fait de me retourner autant, c'est honnêtement à 80% pour moi. C'est à 80% pour moi parce que je sais que je suis mon pire ennemi. Le cerveau qu'on a là, ça fait à peu près 200 000 ans qu'il a cette forme-là. C'est pas fait pour faire de l'aviation. C'est pas fait pour se balader à 500 nœuds avec plein d'ordinateurs devant soi. Donc je sais que je suis mon pire ennemi. J'ai trouvé un process. Le fait de me retourner régulièrement qui fait que ça m'évite de tunneliser, ça me permet de garder du recul. C'est très efficace. Après, ça me permet d'être bienveillant sur mon équipe, c'est encore mieux. Mais l'objectif numéro 1, toujours, c'est sa propre survie en premier. Je ne peux pas être un bon membre pour l'équipe si je vais au tapis. Ça peut paraître très égocentré, mais c'est malheureusement vrai. Ça répond à ta question? Ouais, super. Ah, on enchaîne, vas-y. Oui, bonjour. Bonjour. Après, enchanté. J'avais une question sur la... Colle un peu plus ton micro. Ouais, sur la crédibilité. Oui. C'était quoi les 2 critères? Vous pouvez les répéter? Ah, qui peut l'aider? Qualité des décisions et qualité des interactions avec son équipe. D'un côté, la hard skill et soft skill, en fait, d'une certaine manière, en résumant à l'extrême. Mais on est d'accord que la régularité, c'est aussi important. Bien sûr, mais en fait, ça va jouer directement sur ton action en bourse. Si tu prends une mauvaise décision, ça descend. Si tu prends 3 mauvaises décisions de suite, c'était régulier dans la... Mais pour moi, c'est un élément aussi de la crédibilité. Parce que si on fait ça une fois dans la journée, ben, c'est bien, mais si on fait ça de manière régulière et dans le temps, là, ça devient... Ouais. Après, encore une fois, ça dépend, je pense, de l'industrie dans laquelle tu es. Tu vois, moi, dans l'aviation de chasse, dans l'RR, dans tout ce qui est combat aérien, si un jour je donnais une mauvaise consigne à un de mes équipiers et qu'effectivement il se prenait un missile, régularité ou pas régularité, en one shot, cette personne ne me fera plus jamais confiance. On est d'accord. Donc, encore une fois, on pourra en discuter après si tu veux, mais oui, cette notion de régularité, ce que tu veux, c'est en permanence, hein, c'est faire monter ton action le plus possible en bourse en permanence. Donc, c'est un combat de chaque jour, c'est pour ça qu'il faut l'intellectualiser tous les matins, et même le soir, se dire où est-ce que j'en suis. Merci. Merci à toi. Ça va pour l'instant? Vous apprenez 2-3 trucs? Vous voyez en fait votre quotidien, ce que vous faites dans l'agilité, juste sous un angle différent. Nous, on ne connaît pas vraiment les méthodes agiles dans l'armée. Néanmoins, il faut quand même le savoir, un des co-créateurs du Scrum était pilote de chasse pendant la guerre du Vietnam. Vous le saviez? Et voilà. Donc à la base, l'agilité s'est un petit peu inspiré en grande partie de certaines méthodes de chasse utilisées pendant la guerre du Vietnam. C'est pas beau ça, vous étiez pilote de chasse sans même le savoir. Et on fait de l'étape par étape. Le ravitaillement en vol. Vous avez déjà entendu parler du ravitaillement en vol? Ravitaillement en vol, c'est sympa, c'est la base. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est comme quand on prend une voiture. Vous avez une certaine quantité de pétrole en soute et il faut, de temps en temps, pour atteindre sa destination, s'arrêter et ravitailler. Sur un vol en Irak, on va faire ça à peu près 3 fois par vol. La gestion du pétrole, c'est la plus grosse charge mentale pour un pilote. C'est extrêmement important. Pour un Rafale, quand on est plein réduit, quand le moteur est au ralenti, on consomme 7 kg par minute. À basse altitude avec les flammes, on a 15 tonnes de poussée, on est au-dessus des 700 kg par minute. Quand on partait en Irak, on partait avec 8 tonnes de pétrole. Donc ça peut très très rapidement être brûlé. Donc il faut en permanence savoir quelle quantité de pétrole on a en soute et quelle quantité de pétrole on est en train de brûler. Et en anglais, quand on brûle du pétrole, vous savez comment on dit?
burn gas, voilà, tout simplement. Et quand on n'a plus de pétrole à brûler, vous savez ce qu'on dit? On est burn-out. Et donc ce qui est vrai pour nos avions est vrai pour les hommes qui les pilotent. Est vrai pour les pilotes de monoplace à l'intérieur. Est vrai pour chacun d'entre vous. Dès que vous prenez votre voiture ou un avion, je ne sais pas s'il y a des pilotes parmi vous, vous regardez la quantité de pétrole, vous êtes d'accord? Est-ce que le matin, quand vous vous réveillez, vous analysez votre quantité d'énergie en stock? Avec votre voiture, si vous n'avez pas assez de pétrole, vous allez refaire le plein. Avec votre corps, si vous n'avez pas assez de pétrole, vous avez la discipline de faire la bonne sieste qui va bien et de lever un peu le pied à un moment. Ravitailler, c'est pas toujours facile. Dans votre quotidien, ravitailler, ça peut essayer de faire une sieste pendant 10 minutes. Ça peut être prendre un week-end off, ça peut être réduire sa charge de travail. Là où je veux en venir avec ces images, c'est qu'il faut en permanence avoir conscience de sa quantité de pétrole disponible et de sa consommation de pétrole. Et des fois, c'est plus dur que d'autres de ravitailler. Donc en permanence, on intellectualise où est-ce que j'en suis, quelle est mon énergie, comment est-ce que je peux gérer ma journée. Et plus important, quand vous gérez un projet à plusieurs, quelle est la quantité d'énergie de vos coéquipiers. Prochaine fois que vous prenez l'avion de ligne, posez-vous la question, est-ce que le pilote a bien dormi ou est-ce qu'il a fait une nuit blanche? Ça commence à vous faire peur là. N'ayez pas peur. Les pilotes, tous les matins, ils se posent la question « I'm safe ». On a un petit acronyme et on réfléchit, on se pose la question « Est-ce que je suis fit pour faire mon travail? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis en bon état pour faire mon travail ?» Si on n'est pas bon pour faire le vol, on lève la main, on se fait remplacer. En 15 ans de carrière dans la marine, il y a 3 vols que j'ai pas fait. Je n'ai pas beaucoup utilisé hein, sur quasi 2000 vols, mais c'est sur la mission. Et après, si quelqu'un commence à aller moins bien, parce qu'on a conscience de ces concepts, on va dire, ok, bah, va refueler, va faire une sieste de 20 minutes, ou prends ton après-midi, ou ainsi de suite. Ça, ce qui permet de tenir dans la durée, c'est d'avoir en permanence cette conscience de où est votre manette des gaz, quelle est votre quantité de pétrole. Et à votre avis, on brûle le pétrole jusqu'à la fin, ou on a une réserve de sécurité? Cette réserve de sécurité, elle varie chaque jour pour chaque mission, fonction de la situation météo, fonction de la situation politique. Mais si vous ne vous posez pas la question au quotidien où est-ce que je suis niveau pétrole, est-ce qu'à votre avis, vous pouvez intellectualiser votre réserve de sécurité et vous prémunir d'un burn-out? Je pense que la question est vite répondue, pour paraphraser. Ok, l'appontage. Je vous ai dit qu'à l'appontage, on était noté. C'est grâce aux gentlemen qui sont là-bas, qui sourient pas d'ailleurs, je vous remarquez, et qui, à chaque appontage, viennent devant nos collègues et nous disent « Athée », c'était mon nom de guerre, mon nom de famille c'est Chuet. Athée, Chuet, j'ai le rhume des foins, voilà, on ne choisit pas, hein. On a beaucoup d'humour dans la marine nationale. Ils me disent Athée, aujourd'hui ta passe d'appontage, elle n'était pas bonne. Et ils vont m'expliquer ce qui ne va pas. Et derrière, il va falloir que je change. Et comment est-ce qu'on va changer? On va changer par dichotomie. Donc on va faire un débriefing, et le débriefing c'est la base de tout dans l'aviation, vous avez vu, c'est la base de la base de la base. C'est ce qui nous permet de prendre un jeune de 18 ans, de le faire rentrer dans la marine, moi je suis rentré à post-bac à 19 ans, et de le former à faire de l'avion de chasse, à ponter tout seul sur un bateau, et ensuite à 23, 24 ans, dès 24 ans, j'étais instructeur. C'est pas parce qu'on est des surhommes ou autre, absolument pas, c'est parce qu'on débriefe absolument tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et ce débriefing, il a lieu en équipe, mais il a également, et c'est ça qui est impactant, lieu de manière individuelle. On développe cette capacité d'auto-analyse et à se dire en permanence, si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais différemment? Donc je sais que vous faites des rétrospectives. Levez la main si vous faites des rétrospectives. Ouais, ok, c'est bon. Toutes les 3 semaines? Ouais, je me suis fait briefer avant. Hein, effectivement, vous faites des rétrospectives à peu près toutes les 3 semaines. Ben, nous, dites-vous qu'on fait des fois des rétrospectives sur un vol de 8 heures toutes les 10 minutes. Toutes les 10 minutes. Pourquoi? Parce que ça nous permet tout de suite de corriger le tir, et si vous voulez faire de l'agilité, voilà, toutes les 3 semaines c'est très bien, mais dans ce milieu-là, on essaie de faire de l'agilité sur la journée en fait. Et on s'est rendu compte qu'en mettant en place ces automatismes, eh bien à la fin de la journée, on était un autre professionnel que le matin. Et pour pouvoir se voir confier les clés du camion, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a que des monoplaces, hein? Qu'est-ce qui fait qu'un jour on nous confie les clés d'un Rafale? La confiance. Niveau de standard, ça vous parle un peu les niveaux de standard? Si je vous dis,
hop là, pour être pilote de chasse, il faut être à ce niveau de standard. Si tu es à ce niveau de standard, on te confie un avion de chasse. C'est super. Du coup, jeune pilote, vous travaillez, vous arrivez au niveau de standard, et là, à votre avis, une fois que vous êtes au niveau de standard, qu'on vous confie l'avion, qu'est-ce que vous faites? Je vois que ça redescend. Ça, c'est dans l'aviation de ligne. Non, mais blague à part, il y a deux états d'esprit. L'état d'esprit militaire, qui est que le niveau de standard vous permet de vous voir affecter les fonctions sur le pont d'envol et vous voir, vous voyez, hop, je débrieferai ma gestion du stylo, vous voir affecter une place en unité opérationnelle. Mais est-ce qu'on sait le niveau de l'adversaire? Certains d'entre vous, merci, certains d'entre vous font des sports de combat? Quand vous allez faire un combat contre un adversaire que vous ne connaissez pas, est-ce que vous avez capacité de savoir quel est son niveau? Non. Du coup, est-ce que vous vous dites, tiens, il y a un niveau de standard là, pour survivre au combat contre l'adversaire? Il faut que vous soyez la meilleure version professionnelle de ce que vous pouvez être. Donc à partir de là, comme l'action en bourse de crédibilité, vous devez en permanence créer de la valeur professionnelle. Moi, ça m'a marqué le jour où j'ai été chef instructeur, où j'étais chef de patrouille sur Rafale, et j'ai vu Independence Day. Vous vous rappelez d'Independence Day? Qu'est-ce qui se passe dans Independence Day avec Will Smith? Les extraterrestres arrivent, et les Américains, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient les pilotes de chasse. Et croyez-moi, quand vous êtes chef de patrouille dans la marine et tout, et que vous savez, il n'y a personne d'un point de vue tactique au-dessus de vous, un matin vous vous réveillez et vous dites « Oh, si demain les extraterrestres arrivent, c'est moi qui vais me retrouver devant le tableau blanc à devoir aider au brainstorm. Eh les gars, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Bon alors, on a le retour d'expérience de Mars Attack, on a le retour d'expérience de la guerre des mondes, on a tous ces trucs-là. Mais voilà, pour ne pas être dans l'embarras, il faut y avoir réfléchi avant. Et l'état d'esprit, c'est ça. On ne sait jamais ce qui va arriver en tant que combattant. Absolument jamais. Maintenant, on fait un parallèle avec l'aviation de ligne. Dans l'aviation de ligne, il faut un niveau de standard. Ce niveau de standard, il vous assure, de manière très schématique, eh bien, qu'on n'aura qu'un mort par million de passagers transportés. Alors je vous rassure, il y a combien de personnes dans vos avions généralement? 300. Donc vous avez, si vous montez dans un avion où il y a 300 personnes, une chance sur 300 millions. C'est beaucoup plus dangereux d'aller à l'aéroport. Donc on a un standard de formation qui nous permet de maintenir ça, qui fait de nous une des industries les plus sûres au monde. Et là vous avez deux états d'esprit, comme dans l'entreprise. Vous avez l'état d'esprit des gars qui se disent « Ah bah moi ça me permet de maintenir ma qualification et je suis au standard, je me fais pas mal et je fais ce qu'on me dit et ce à quoi mon industrie a réfléchi. » Et on en a. Et vous avez des gars qui se disent un jour peut-être, nous serons testés avec un niveau de panne que l'industrie n'a pas anticipé, et ce jour-là, si j'ai pas anticipé, si j'ai pas créé de la valeur professionnelle dans mon coin, quand on va être testé à ce niveau-là, eh ben, on va tous mourir si j'ai pas réfléchi avant. Vous avez vu le film Sully? Il est passé sur TF1 il y a pas longtemps, en 2008, double panne moteur au décollage de New York pour un avion bimoteur. Ils sont retrouvés emplanés. C'est un cas qui n'avait pas été anticipé par l'industrie. Et du coup, le commandant de bord, ancien pilote militaire, il avait déjà réfléchi à quoi faire en cas de double panne moteur. C'est pour ça que je vous la fais courte, mais il a allumé un truc qu'il n'aurait pas dû allumer d'après les checklists. Et au final, il a sauvé tout le monde. Ce jour-là, pour survivre à cette double panne moteur, il ne fallait pas être au niveau du standard, il fallait être bien au-dessus. Et le fait d'avoir un professionnel avec ce bon état d'esprit, cet état d'esprit qu'on appelle en Amérique du Nord le beginner mindset, vous savez que vous ne savez pas tout, vous savez qu'il faut en permanence apprendre, et quand quelqu'un vient vous voir et vous dit « Non mais c'est bon, j'ai 30 ans d'expérience », vous savez ce qu'on lui répond? « You're an expert of the past ». Tu es un expert du passé. Alors ça fait souvent pas plaisir, mais ça montre le bon état d'esprit. Et ça pousse les gens, voilà, tous les jours, à s'adapter. Donc l'appontage, très très important. Là, je vous ai parlé de la question qui va bien. Je change quoi la prochaine fois? On va faire un petit exercice de mise en pratique, ça vous va? Alors juste avant, l'avion, il est les ailes à plat ou sur le dos à votre avis? Il est sur le dos, effectivement. Il faut changer de référentiel et regarder au niveau de la verrière. Très bien, parfait. On va faire un petit exercice de débriefing. Ouais, j'ai vu qu'on a une question. Est-ce que pour bien gérer son énergie, il ne vaudrait pas mieux voler en binôme alors? Ça coûterait plus cher à l'armée française. Effectivement, il y a des avions de chasse biplaces et ça rend la gestion de l'énergie plus facile. Dans l'aéronautique navale française, la décision a été faite de garder que des monoplaces. Donc on s'adapte avec ce qu'on nous donne. Et de manière générale,
dans l'entreprise, eh bien, si vous pouvez bosser en binôme, c'est effectivement excellent. Dans un cockpit d'avion de ligne, on travaille en binôme, voire en trinôme. Et effectivement, on se donne des temps de repos si vous descendez aux Antilles. Pendant à peu près un créneau de 45 minutes, le copilote va dormir et ensuite le commandant de bord va dormir. Avant de faire cette phase de repos, on brief, on regarde quelles sont les prochaines échéances, on vérifie le pétrole, on vérifie les prochains points de navigation, on se fixe 1 heure de réveil pour ensuite 1 heure de reprise du travail. Donc si vous avez par exemple, on va dire il est 9h45, on dit à 10h le commandant de bord fait sa sieste, il sera réveillé à 10h45 et il n'aura le droit de refaire son rôle de commandant de bord, sauf vraiment urgence, qu'à 11h. On se laisse un quart d'heure de réveil. Donc c'est comme ça qu'on peut effectivement être plus efficace. Donc on va faire un petit exercice de débriefing. C'est la fin de Top Gun. Vous avez vu Top Gun? Oui, ouais, ok, parfait. La fin de Top Gun, vous avez 2 avions et ils font ce qu'on appelle une barrique. La barrique, c'est une figure de voltige, les 2 partent ensemble. Et vous allez me dire si vous trouvez ça beau d'un point de vue followership, d'un point de vue lead. Regardez, vous avez le leader qui est ici, vous avez l'équipier qui est là, ça lève le nez, ça part, et regardez-moi ça. C'est la fin de Top Gun. Alors moi je vous le dis tout de suite, j'ai jamais eu un équipier qui m'a fait un truc aussi dégueulasse. On va la remettre. C'est la fin de Top Gun. C'est la fin de Top Gun. Pour la petite histoire, puisque justement c'était le tournage de Top Gun, ils ont pris 2 leaders qu'ils ont mis dans les avions. Donc d'habitude, on a le leader et on a les followers qui sont en train de monter en compétence et qui sont habitués à leur rôle de follower. Et ce cas-là est très intéressant parce qu'ils ont dit pour être meilleur, on prend 2 chefs de projet, on les met ensemble sur un projet. Dans l'aviation, on s'est rendu compte que c'est les équipages les plus dangereux. Vous mettez 2 commandants de bord ensemble, c'est pas bon. Vous mettez 2 chefs de patrouille ensemble, ça ressemble à ça. Pourquoi? Parce que lui se dit, bah, je vais pas briefer mon équipier quand même, le mec il a autant d'expérience que moi, je vais pas l'infantiliser. Et l'autre se dit, bah, lui il doit sûrement il doit avoir la même idée que ce que j'ai comme idée, et en plus, parce qu'il est habitué à se projeter en amont, eh bien il est en train de réfléchir aux prochaines étapes et il est moins dans son pilotage à court terme. Au final, on se fait remet, vous avez un leader qui n'a pas communiqué sa vision, qui n'a pas briefé son équipier, qui décide de partir, un équipier qui pense que ça va juste lever le nez, qui se fait surprendre, qui ne se met pas en cohérence avec son plan d'action, il ne s'est pas auto-briefé à « je dois suivre à tout prix mon leader », et vous avez un ensemble où c'est vraiment pas beau. Alors ça peut vous paraître comme ça pas grave, mais si c'est dans les nuages, qui se retrouvent à devoir faire des figures ou autres dans les nuages ou autres, un cas comme ça, vous perdez de vue votre leader et après c'est la fin de la mission, c'est très compliqué. Donc ça peut avoir un impact. Donc pensez à ça et mettez-vous à la place de cet équipage. Au débriefing, à votre avis, comment ça s'est passé? Pas forcément. La faute à qui? Les 2, exactement. Donc le leader doit attaquer en disant « c'est ma faute, je ne t'ai pas briefé ». Et l'équipier doit répondre « c'est ma faute, je ne t'ai pas demandé de me briefer ». Et c'est pour ça qu'il y a un acronyme que je voudrais que vous reteniez, c'est BRIEF, on brief ce qu'on fait, on fait ce qu'on brief. B-brief, B.brief. Quand on brief, on essaye d'être bref, ou on aide les gens. Vous vous rappelez les 3 points à la fin de la mission de 45 minutes? Voilà. Me rentre pas dedans, fais 3 fois tes checklists, garde de l'énergie. Donc on brief. B-brief, on est bref. Et en tant qu'équipier, quand on a le rôle de follower, ça arrive, on s'assure d'être briefé. Et après, derrière, débrief. Donc on brief, debrief et débrief. Et ça nous a mis quelques années à trouver dans l'aviation. C'est extrêmement, extrêmement efficace. Et en échelle de temps, dites-vous que même la demi-journée, ça fonctionne. C'est extrêmement efficace. Au final, le message avec lequel je vais vous laisser, parce qu'il nous reste 1 minute, eh bien, c'est que tous les matins, vous vous réveillez aux commandes de votre propre aéronef. Ça, les méthodes que l'on a vues sont des méthodes qu'on utilise dans l'aviation de chasse, sur des avions à 80 millions d'euros, mais ce n'est pas parce que ces avions valent 80 millions d'euros qu'on utilise ces méthodes. C'est parce qu'elles sont efficaces et parce qu'on n'a pas eu d'autre choix que d'essayer de trouver comment max performer en tant qu'humain. C'est des humains qui pilotent tout ça, on fonctionne tous de la même manière, on a dû pousser le raisonnement, pousser la réflexion pour trouver des méthodes efficaces parce qu'on ne vit pas assez longtemps pour faire toutes les erreurs dans l'aviation. Et s'il y a une chose à retenir, c'est ce brief,
débrief, débrief, ce cercle d'amélioration continue que vous pouvez ramener sur la journée, et quand même la gestion de l'énergie, qui je pense pourra vous aider au quotidien et vous permettre d'éviter le tout simplement. Merci pour votre attention. Il est 15. C'est mieux que des slides, hein. C'est mieux que des slides. Oui. Merci déjà. Merci Très à toi. intéressant. Et il y a une phrase que tu as dit tout à l'heure en parlant de la cote en bourse et tout ça. Tu as dit qu'il faut gagner cette confiance sur les situations faciles. Oui. Est-ce que tu pourrais un peu plus... Bien sûr. En fait, si tu regardes, que ce soit chez les pompiers, chez les militaires ou autres, on passe énormément de temps à se préparer. Et cette préparation, cet entraînement nous permet de créer la confiance qui derrière nous donne le point, en fait, les points de leadership pour passer dans un rôle beaucoup plus autocratique s'il y a une contrainte extérieure. Alors là, faut que je t'explique 2-3 petits trucs avant. Le premier point, c'est j'ai parlé du mode laisser-faire, du mode démocratique, du mode autocratique. De manière générale, en Occident, en Europe, les gens, ils aiment bien travailler en mode démocratique, ça les rassure. À partir du moment où tu vas switcher en autocratique, les gens vont souvent se bloquer, surtout s'ils n'y ont pas été briefés. Et ça va te prendre des points de leadership, en fait. Si tu devais voir ton quota de nombre de décisions que tu peux imposer à tes équipes dans la journée en un nombre donné, dès que tu es en autocratique, en gros, tu perds de la valeur, alors qu'en démocratique, tu gardes un statu quo intéressant. Donc ce qu'on recherche à faire au quotidien, c'est essayer de bosser dans cette phase-là pour monter cette valeur, ce qui se fait que quand on est obligé par les événements externes à switcher là-dedans, typiquement dans un avion quand on a une panne, au combat quand on est pris en embuscade, les gens ne discutent pas, les gens appliquent et les gens ont dans leur tête, même si tu n'as pas le temps d'expliquer l'idée générale pourquoi tu fais ce que tu fais, ils vont te suivre et ils vont te back-upper. C'est vraiment ça l'idée. Après, pour ce qui est du followership, donc là, en fait, d'avoir une équipe qui donne envie de te suivre, il y a 4 piliers. Le premier pilier, tout simplement, c'est le sens, c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est le hope. Il faut réussir à leur donner cette vision de manière générale. Après, derrière, il y a la stabilité. Toi, en tant que leader, tu veux t'assurer qu'il y ait de la stabilité, la gestion du temps, par exemple, ça leur donne de la stabilité. Après, le troisième point, c'est la compassion, l'empathie, leur montrer que tu es humain. Chez Air Canada, souvent les commandants de bord, ils arrivent, ils s'installent, ils regardent le copilote qu'ils connaissent pas, et ils lui disent j'ai mal dormi la nuit dernière, aujourd'hui, si tu vois quoi que ce soit qui te plaît pas, tu me le dis. À votre avis, ils ont bien dormi la nuit d'avant ou pas? Et maintenant, à votre avis, le copilote, il va être encore plus aligné à la mission qu'est la sécurité des passagers ou pas? Empathie. Et ensuite, derrière, si tu as fait ces 3 points-là, normalement, ça crée de la confiance. Et après, avec cette confiance, justement, tu vas pouvoir imposer des décisions sans avoir le temps d'expliquer les autres piliers. Ça répond à ta question ou pas? Merci. De rien. Bonjour. Bonjour. Oui, ma question, c'est comment vous gérez des incidents qui arrivent finalement, c'est-à-dire la gestion du changement, parce que finalement vous avez briefé, débriefé, et voilà ma question. Alors les incidents, tous les cas non conformes, on va essayer de les anticiper en amont, ce qu'on appelle les what if. Ça vous parle de la notion de what if? Qu'est-ce qu'on fait si ça ou ça arrive? Donc lors de la préparation, dès le brainstorming, on va essayer d'identifier des what if. De manière générale, on briefe toujours 3 cas. Le most likely, celui qui a le plus de chances d'arriver. Le worst case, le pire scénario qui puisse arriver. On décolle et là, il y a Independence Day qui arrive en face. Et ensuite, le no enemy. Qu'est-ce qu'on fait si les choses sont beaucoup plus faciles que prévu? Parce que souvent, on va réfléchir à un truc ultra tactique parce qu'il y a des adversaires attendus. Il n'y a pas d'adversaire, c'est dommage de perdre du temps et de l'énergie dans l'ultra tactique. Donc de base, tout le monde a les idées claires sur ces 3 méthodes différentes. Ensuite, derrière, on va rentrer plus dans le détail. Et là, c'est fonction de l'expérience du leader qui briefe la mission, dans quel détail il veut rentrer. Il ne faut pas saturer le cerveau des gens, mais on va essayer de tout anticiper. Et ce qui fait la valeur d'un leader dans nos patrouilles, c'est sa capacité justement à prendre du recul lors de la préparation, à essayer de détecter quels sont les what if qui peuvent arriver, réfléchir à un cas, et comme ça, dès que le what if arrive, tout de suite, il n'est pas pris par surprise. Sachant que le what if, on est surpris, on y réfléchit. Et qu'est-ce qu'on fait si on est surpris? On prend du recul. Toujours, toujours, toujours.
Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à des what if en conduisant vos voitures. Qu'est-ce que vous faites si vous tapez un sanglier? Tu vois, ça c'est un très bon point, et c'est normal. Et moi, comme je l'ai dit, je suis canadien. Regardez sur Internet combien de personnes se font tuer par des orignals tous les ans. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est plus dangereux qu'une bête blessée? Rien. Ouais, 2 bêtes blessées. Donc, effectivement. Donc, vous roulez, il fait nuit, vous tapez un gibier, vous savez pas trop à quoi ça ressemble. Naturellement, 95% des gens, ils font quoi? Ils sortent. C'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Si vous n'avez jamais réfléchi à quoi faire dans un cas comme ça, vos chances de prendre la bonne décision sont très très faibles. Maintenant, rien que le fait qu'on en ait parlé là, ça vous permettra, ça vous aidera à prendre du recul si ça vous arrive. Et réfléchissez en termes de suraccident, en termes de la bête est-elle bloquée, la bête est-elle blessée, et en fait vous pouvez réfléchir, il y a tout un arbre décisionnel qu'on peut construire. Et c'est comme ça pour tout. Votre enfant ouvre la porte alors que vous roulez en voiture. Toutes ces choses-là, tout ça c'est des what if, et on s'est rendu compte que juste le fait de les imaginer une fois, vous permettez que le jour où vous y êtes soumis, vous ne partez pas d'une feuille vide sur votre cerveau, ça limite la sidération, voire ça fait disparaître la sidération. Et au final, après 10 ans à penser toute la journée au what if, en faisant du sport, dès qu'on conduit, dès qu'on a une charge de travail qui est basse, on a quand même un peu fait le tour des what if de son métier. Et ça nous permet eh bien de pouvoir attaquer assez sainement et surtout d'avoir beaucoup de recul dans la préparation et de choisir les bons what if. Ça répond à ta question? Donc c'est un travail continu en fait en tâche de fond. Oui, ça répond. Sauf que ce que je me disais, c'est que c'est une gestion des risques qui est faite aussi, avant. Ouais. Et que se passe-t-il quand il y a un incident qui n'est pas dans les what if, justement? Comme je t'ai dit, on prend du recul et après on se demande quel est l'objectif. Et en fait, c'est prise de recul, quel est l'objectif? Et l'objectif, nous on a ce qu'on appelle le commander intent, c'est l'idée globale en fait du commandement. Typiquement pour l'Irak, comme je vous disais, c'était aider l'État irakien à récupérer la souveraineté territoriale. C'est quelque chose de très vaste, mais on prend du recul, on se redit, c'est ça l'objectif, et du coup on va repartir sur un 4T, on va relancer un mini brainstorm pour être parfaitement aligné à ça et prendre nos décisions par rapport à cette vision macro. Toujours, on revient à la base. Donc, dès que ça se passe pas comme prévu, prise de recul, on revient à la base. Merci, ça répond bien à la question. Merci. Bonjour. Je suis là. Bonjour. Parfait, merci. J'ai une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de gérer le problème de la ligne là, de compétences minimum, enfin de standard? Ça équivaut un peu à la compétence. C'est-à-dire moi de pas être au niveau ou d'avoir... Non, d'avoir eu quelqu'un dans ton équipe. Alors moi déjà, il m'est arrivé de pas être au niveau. Hein. C'est comme tout le monde, je pense, ça Ouais. arrive. On a des jours plus ou moins durs. Et de devoir gérer ce problème-là avec l'équipe, ou est-ce que la personne, elle sort de l'équipe, enfin, comment Exactement. ça marche? Oui, ça m'est arrivé. Là, tu as deux visions, tu as 2 versions. Tu as la version court-termiste, qui est souvent le cas dans l'armée, où on a une mission à effectuer. Moi, je préfère partir avec que 3 personnes qui sont au-dessus du niveau de standard qu'avec 4 et une qui n'est pas au niveau de standard. Donc je préfère partir à 3 bons qu'à 4 pas bons. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris, par exemple, le matin quand ils viennent au travail, ils ont une planche de bois à 2 mètres, en tenue de feu, ils doivent monter sur la planche. Ils prouvent qu'ils sont au standard physique pour faire la mission. S'ils n'arrivent pas à monter sur la planche, ils partiront pas dans un camion rouge. Donc c'est très basique. Maintenant, il faut comprendre pourquoi cette personne n'était pas au standard. Comme j'ai pu le dire, des fois, il y a des jours où tu n'es pas dedans, et ça arrive. Maintenant, si c'est un problème plus de fond, il faut mettre en place un programme de rentraînement pour cette personne, pour s'assurer qu'elle soit au standard. De manière générale, et ça c'est Sun Tzu, l'art de la guerre, il faut toujours laisser une porte de sortie aux gens. Si tu as quelqu'un qui ne se le sent pas, il faut lui laisser une porte de sortie. Sun Tzu l'a théorisé sur la conquête territoriale. Si par exemple vous avez 3 villages là, 1, 2, 3, avec des villageois et tout, votre objectif, Commander Intent, souveraineté territoriale, eh bien vous les entourez pas à 100%. Vous laissez une porte de sortie et tout le monde va partir et vous pourrez récupérer la souveraineté territoriale. Si vous les entourez à 100%, ils vont se battre tous jusqu'à la mort et ça va durer très longtemps. Les Romains avaient fait la même chose. Et comment ils géraient ça, les Romains? Tout simplement en se disant que pour faire des tortues, il faut que tout le monde ait envie de se battre. Donc le matin, les officiers romains, ils disaient « j'ai besoin des blessés et des malades pour garder le camp ». Et donc les pas fanas, les pas motivés, les pas au standard, ils n'allaient pas se battre. Et c'est pour ça que je te dis qu'il y a une dichotomie entre le court terme, là tu fais la mission, et le long terme. C'est toujours les mêmes qui font la mission, il y a un moment ça va pas leur plaire. D'où le problème.
La dernière question en ligne. Un appontage donne lieu à un débriefing, mais sur une ligne aérienne. Qui fait ce débriefing pour améliorer l'atterrissage? Si pas de débriefing, y a-t-il un risque de routine? Eh bien, c'est le commandant de bord qui, après chaque vol, va faire le débriefing, tout simplement. Donc, c'est aussi la capacité d'auto-analyse qui est très importante, qu'on développe avec le temps. Donc, on arrive à bien voir. Et puis, le commandant de bord va également... un débriefing, c'est pas forcément un sens unique. L'idée, c'est que ça communique dans les deux sens. Donc, on va débriefer après chaque atterrissage. Et on ne va pas que débriefer l'atterrissage, bien sûr, on va également débriefer comment s'est passé tout le vol. J'espère que ça répond à la question. Super, merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. On peut applaudir, je pense, l'intervention.